attendant avec Où sont parures, votre émission de débat d'idées sur Lux Radio. Vous nous écoutez à Casablanca sur le 99.2, à Rabat le 105.4. Guerre, pauvreté, épidémie, chômage. Autant de raisons qui poussent des millions de personnes à se déplacer, quittant leur terre natale pour espérer mieux sous d'autres cieux. Les flux migratoires sont une problématique cruciale par ces temps où plusieurs pays ont été déstabilisés. Libye, Syrie, Irak et bien sûr dans d'autres pays, notamment en Afrique subsaharienne. Dans ce contexte, le Maroc agit et prend le devant sur la scène africaine. Plusieurs régularisations d'étrangers ont été opérées. Mais comment le Maroc pense-t-il et peut-il réussir l'intégration de cette population en détresse? Quels sont nos atouts et quelles sont nos faiblesses? Comment le Maroc compte-t-il réussir sa politique migratoire? Point d'interrogation, c'est l'intitulé de ce débat. Et voici les invités qui ont accepté d'y participer. Tout d'abord, Aminata Pani, vous êtes chargée de la protection des droits des migrants au Conseil national des droits de l'homme. Vous êtes juriste de formation et vous êtes spécialiste du droit des étrangers. Bienvenue Aminata Pani. Merci. Également avec nous, Ahmed Strim, directeur des affaires de la migration au sein du ministère chargé des MRE et des affaires de la migration. Vous avez conduit l'élaboration de la stratégie nationale d'immigration et d'asile et coordonné sa mise en œuvre. Auparavant, vous étiez chargé de mission auprès du chef du gouvernement. Vous étiez également directeur de la préservation du patrimoine, de l'innovation et de la promotion au ministère de l'Artisanat. Et vous êtes diplômé de l'École nationale des ponts et chaussées. Bienvenue Ahmed Strim. Merci. Également avec nous dans le tour de table, Houssine Romarik Ngabata, vous êtes coordinateur de projet à l'association Afrique Culture Maroc. Votre association œuvre pour faciliter l'intégration des migrants au Maroc à travers des sessions de formation, le financement de micro-projets et l'assistance humanitaire aux plus vulnérables. Actuellement, vous travaillez sur un projet de renforcement organisationnel des travailleuses domestiques migrantes. Bienvenue Houssine Romarik Ngabata. Merci. Et enfin avec nous Jean-Paul Cavalieri, vous êtes représentant du HCR au Maroc, vous avez rejoint le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 1991. Auparavant vous étiez rapporteur puis chef de section de la commission de recours des réfugiés à Paris. Votre carrière au HCR vous a conduit en Hongrie, en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et en Russie entre autres. Vous êtes le représentant du HCR au Maroc depuis juillet 2014. Bienvenue Jean-Paul Cavalieri. Bonjour. Merci à vous donc pour votre participation. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'édito et on revient bien sûr juste après pour vos réactions. Ces dernières années, voire décennies, ont été marquées par un regain de violence dans les zones à conflit et par l'apparition de nouveaux foyers de tension à travers le monde. Le leadership américain naturel n'est plus tout aussi naturel, ou du moins n'est plus tout aussi clairement et robustement affiché face à la concurrence russe qui, elle, ne se cache plus. Mais ces jeux de pouvoir orchestrés par les grandes puissances qui ne font plus l'effort de la dissimulation entraînent dans leur sillage des dommages collatéraux. Les civils, qui sont, et jusqu'à preuve du contraire, les premières victimes des guerres et des conflits dans le monde. Plusieurs millions de civils qui, quand ils n'y laissent pas la vie, par un instinct de survie, fuient à la recherche de mieux. Ce sont les flux migratoires qui donnent du fil à retordre aux États, qui n'en peuvent plus et ne le cachent plus. Le Maroc, qui a de longues années durant été une terre de transit pour les migrants, est devenu lui-même une destination et une terre d'accueil pour les migrants. C'est ainsi qu'en 2013, le Maroc a mis en place sa politique nationale d'immigration et d'asile. Une politique migratoire élaborée suite à des instructions royales et suivant des recommandations du Conseil national des droits de l'homme. Elle s'articule pour rappel autour de 6 principes directeurs, parmi lesquels l'approche humaniste, la conformité au droit international et la coopération multilatérale. Sur cette base-là, 11 programmes d'action ont été prévus autour du cadre réglementaire et conventionnel, autour de la santé, du logement, de la formation professionnelle et de l'assistance sociale, entre autres. L'objectif ultime étant d'assurer une intégration sociale réussie des migrants et des réfugiés au Maroc. L'élaboration d'une politique migratoire n'est certainement pas chose aisée, mais ce qu'il est encore moins, c'est sa mise en place, car elle appelle à l'intervention d'acteurs à plusieurs niveaux, juridiques, social, mais pas seulement. Et ce n'est pas pour rien que les politiques migratoires traînent souvent derrière elles des résultats pas franchement réjouissants. Le Maroc saura-t-il être l'exception et incarner le modèle qu'il aspire à devenir en la matière? Qu'apporte le Maroc aux migrants et que peuvent apporter les migrants au Maroc qui les accueillent? C'est le débat que nous ouvrons avec nos invités cet après-midi dans Avec ou sans parure. Avec ou sans parure.
Le débat est ouvert. Jean-Paul Cavalieri, vous êtes représentant, je le rappelle, du HCR au Maroc. Réaction à l'édito pour commencer. Oui, merci. Ce qui a été dit et qui correspond à la réalité, et on le voit sur la scène internationale, notamment en Europe, c'est avant tout une crise des valeurs. Lorsqu'on réfléchit à la façon dont le système de protection des réfugiés s'est créé de façon moderne au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, on voit comme on est loin de cet esprit de solidarité. Et c'est ce qui frappe lorsqu'on voit combien 1 million de réfugiés en Europe ont causé des mois de débats au sein d'un des continents les plus riches de la planète, et surtout le manque de solidarité à l'intérieur même de l'Europe, c'est-à-dire un espace qui s'est construit malgré tout dans la solidarité. On voit que cette solidarité à l'heure actuelle fait défaut. On voit aussi que la solidarité fait défaut à l'égard des pays, notamment du Sud, qui eux accueillent le plus de réfugiés. Il faut savoir que sur les 65 millions de déplacés et de réfugiés à la surface du globe à l'heure actuelle, un chiffre historiquement haut, 90%, 9 sur 10 de ces personnes sont principalement établies dans des pays du Sud. Et ce qu'il faut travailler davantage, c'est un mécanisme de solidarité entre les pays qui peuvent accueillir davantage de réfugiés et ceux qui sont sur la ligne de front, en quelque sorte, des guerres et qui accueillent la majorité de ces réfugiés. Aminata Mpani, vous êtes chargée de la protection des droits des migrants au Conseil des droits de l'homme, par rapport à l'édito toujours. Par rapport à l'édito, moi je relève un point pour aussi aller dans le sens de Jean-Paul, c'est que cette crise d'asile aujourd'hui qui est présentée comme une crise de la migration, c'est bien plus une crise de la gouvernance des questions migratoires, plus qu'un problème migratoire. Les faits le montrent que les réfugiés ou ceux qui partent essentiellement sont des personnes qui justement ont besoin de protection internationale ou sont obligés de partir et qu'elles restent essentiellement dans les pays limitrophes. Elles vont pas loin. Ceux qui arrivent à aller loin sont souvent ceux qui ont plus de moyens ou plus de capacité d'y arriver. Donc cette crise aujourd'hui montre en effet que elle fait ressortir deux questions importantes sur les dynamiques migratoires. C'est le fait que d'abord les migrations sont essentiellement sud-sud, même si on est dans un fantasme nord-sud qui malheureusement focalise les débats et nous évite de souvent penser les bonnes régions et les régions régionales qui pourraient peut-être être les solutions. C'est une Romaric Gbatala par rapport à l'édito toujours. Oui, en effet, nous voyons que depuis un certain temps, les questions migratoires sont à l'ordre du jour un peu partout dans le monde, sans pour autant que les politiques ou les autorités puissent aborder cette question de façon beaucoup plus pragmatique, pratique. Il est clair que l'immigration a toujours existé et continuera toujours, mais c'est la façon dont il faut peut-être gérer ces mouvements migratoires pour que ces mouvements puissent être bénéfiques aux pays d'accueil et aux pays d'origine aussi. C'est là que devait être le débat et non sur le problème que voilà, il y a beaucoup de gens qui envahissent et tout ça. Et il y a aussi un point qu'il faut souligner, c'est la façon dont on représente le migrant. Ça a une décision capitale sur la façon de perception de la migration sur l'opinion nationale. Donc là, il est question que les autorités puissent faire ce travail-là auprès de la population et avec l'aide des médias pour qu'ensemble on puisse combattre ces stéréotypes qui sont souvent collés aux migrants et qui, dans la réalité, ne sont pas vrais. Ahmad Srim, directeur des affaires de la migration au sein du ministère chargé des MRE et des affaires de la migration. Oui, par rapport à l'édito, en effet, en 15 ans, le nombre total des migrants internationaux et réfugiés a augmenté de près de 50%. On compte en 2015 à peu près 244 millions de migrants. La grande majorité des motivations restent quand même d'ordre économique. C'est vrai qu'il y a des conflits qui poussent pas mal de gens qui deviennent des réfugiés, mais les motivations d'ordre économique restent quand même majoritaires. Est-ce qu'il faut déjà commencer peut-être par faire une différence entre migrants et réfugiés? Oui, si vous voulez. Là, j'ai l'impression qu'on traite les deux simultanément, mais bon, il me semble qu'il y a quand même des différences à ce niveau. Je sais pas. Oui. Je termine. Ouais. Et donc, la plupart des pays du monde sont aujourd'hui à la fois des pays d'accueil, de transit et d'immigration. Le Maroc en fait partie. Vous avez parlé aussi de réussite, d'échec de politique migratoire.
à mon sens, un des facteurs clés de réussite pourrait être la volonté d'ensemble, une politique où il y a une responsabilité partagée. Je pense que c'est le cas au Maroc, une initiative royale qui est partagée par tous les acteurs au Maroc, ce qui constitue un facteur clé pour la réussite. Pour revenir aux différences entre réfugiés et migrants, peut-être Jean-Paul Cavaliere dans la définition plus précise que moi, un migrant c'est on dit c'est un migrant économique qui a quitté son pays pour des raisons qui ne sont pas celles d'un réfugié. Un réfugié, c'est quelqu'un qui quitte son pays parce que sa vie est menacée de par sa race, sa position politique, sa culture. On peut être chassé d'un pays parce que on est noir ou blanc. Mais noir, c'est une race pour vous? Aussi parce qu'on est d'une certaine religion ou autre. Le mot race, si je peux me permettre, oui, en fait, il est cité parce qu'il vient de la Convention de Genève qui régit. Donc c'est un mot qui est assez daté, mais c'est un mot qui existe et qui est tiré d'un texte juridique et qu'il faut décliner évidemment ses origines. Des textes francophones ou des textes écrits en anglais? De Genève. Non, le texte est disponible en français dans toutes les langues, dans le français et l'anglais font froid. Non, pour faire simple, comme a dit Ahmed Skim, je crois qu'un réfugié, c'est quelqu'un qui fuit des persécutions et ou des guerres et des conflits, et qui ne veut pas retourner dans son pays de ce fait-là. Alors qu'un migrant est quelqu'un qui a des droits aussi, des droits humains, mais qui est poussé par d'autres considérations qui ne sont pas la persécution ni les conflits. C'est pour ça qu'il y a un besoin de protection internationale pour les réfugiés, qui est différente de celle qui est accordée aux migrants. Pour autant, il faut savoir, et on le comprend ici au Maroc, que ce soit les réfugiés ou les migrants, ils ont des similarités en ce sens qu'ils empruntent les mêmes routes, ils peuvent être victimes des mêmes réseaux de passeurs ou de trafiquants. Ils sont aussi victimes les uns et les autres de xénophobie, on le voit dans plusieurs pays. Donc là, il y a un effort de protection qui va toucher et qui peut bénéficier ces deux catégories. C'est là où elles se retrouvent. Amina Pani, chargée de la protection des droits des migrants au Conseil des droits de l'homme, voulait réagir. Ouais, je sais. Juste pour compléter ce que Jean-Paul disait, c'est que ce qui est la distinction principale, c'est que la définition du réfugié a une définition juridique. La Convention de Genève définit clairement qui est un réfugié et c'est ce que Jean-Paul a. Par contre, ce qui est dangereux de faire, c'est de penser que migrant économique est le contraire de réfugié. Un migrant, en dehors du réfugié qui a une raison spécifique qui concerne la persécution, la crainte, un migrant, après, c'est la notion qu'il faut retenir, c'est la question de mobilité. Dès l'instant où une personne a quitté son pays d'origine pour s'installer dans un autre pays, il devient un migrant. Après, les raisons divergent de chacun et du profil de chacun. Donc, il faut bien mettre ça en avant parce que justement, cette contradiction explique ce qu'on était en train d'expliquer tout à l'heure, cette crise de valeurs qui se fait aujourd'hui dans le conflit, dans le contexte européen, où de plus en plus on met en avant le fait que les migrants économiques sont le contraire des réfugiés. Les réfugiés, il y a une définition juridique qui est claire avec des critères bien définis qui permettent de leur accorder une protection spécifique. Après, toute personne en mobilité installée hors de son pays d'origine est un migrant. Romaric Ngbatala, par rapport justement à cette année 2016, est-ce que vous avez l'impression que la situation, notamment on a vu un petit peu en Afrique et dans le monde arabe, est particulièrement mouvementée pour faire simple, mais est-ce que vous avez l'impression que c'était une année particulièrement difficile, que ce soit pour les migrants ou pour les réfugiés? Est-ce que c'est une année où on a battu quand même des records ou pas? Oui, bon, je crois que vu les informations et les réalités des actualités que nous suivons, je peux affirmer que l'année 2016 a été une année de crise migratoire, si on peut le dire. Et certainement, cette question, cela a été causé par les conflits qu'on a eu un peu partout en Afrique comme au Moyen-Orient. Et aussi, je peux dire, d'une manque de volonté politique des pays d'accueil, de faire asseoir, comme le cas du Maroc, une politique et une stratégie migratoire pour pouvoir accueillir ces gens. Vous pensez par exemple à quel pays?
Je parle par exemple le cas des pays de l'Europe qui se rejettent mutuellement la responsabilité de recevoir les migrants qui sont aux portes de l'Europe, par exemple. Et Ahmed Skrim, vous êtes d'accord avec justement Romaric Mbaktala qui nous dit que finalement aujourd'hui les pays de l'Europe ont une responsabilité quelque part qu'ils sont en train d'essayer d'éviter, alors que bon, dans certains conflits on a vu quand même, comme c'est le cas par exemple en Libye, en Syrie ou dans certains pays de l'Afrique subsaharienne, on a vu effectivement que des conflits ont été presque, j'allais dire, fabriqués, et aujourd'hui le résultat de ces conflits, c'est de voir finalement des jeunes, des hommes, des femmes, des enfants essayer de fuir ces zones de conflit pour aller s'établir dans des zones un peu plus sécurisées, notamment en Europe. Et aujourd'hui, les Européens les refusent, les rejettent. Ils se rejettent la responsabilité, nous disait donc Romaric. Mais est-ce que vous avez aussi cette impression, vous, au niveau du ministère de la Migration? Est-ce que vous pensez que nos partenaires européens ne veulent pas des migrants et des réfugiés? Tout d'abord, pour revenir au fait que est-ce que l'année était exceptionnelle en termes de migration? Oui, parce qu'en revenant aux chiffres, le nombre de migrants morts en Méditerranée en 2016 est à peu près 3800 contre 3771 en 2015. C'est à peu près le même chiffre, sachant que les 2/3 du nombre de personnes a baissé. C'est-à-dire que c'est 1 million de personnes qui ont tenté la traversée en 2015. Et il y a 3771 qui sont morts, alors qu'en 2016, c'est 330 000 qui ont tenté et c'est 3800 qui sont morts. Ce qui montre la tragédie énorme que provoque ce phénomène. La problématique pour revenir à votre question, la problématique de migration, il est absurde de la considérer que c'est une problématique à régler par un pays ou par une région. C'est quelque chose qui demande une gouvernance des politiques nationales, qui demande une gouvernance régionale et une gouvernance internationale. Là, j'aimerais rappeler une collaboration aussi entre les États, donc personne n'a remis en cause aujourd'hui la nécessité. Mais est-ce que vous avez l'impression, vous, autant que directeur des affaires de la migration au sein du ministère, je le rappelle, chargé des MRE et des affaires de la migration, que nos partenaires européens ne veulent pas prendre leurs responsabilités? Est-ce que vous avez ce sentiment? En tout cas, la politique que le Maroc a lancée d'une manière souveraine, considère que parmi ces principes, c'est qu'il y a une responsabilité partagée. Partagée entre le Maroc, ses voisins, et avec l'Union européenne. Maintenant, est-ce que les pays européens veulent une migration choisie, c'est-à-dire sélectionnée, au lieu d'accueillir tout le monde? Est-ce qu'il y a des quotas à faire? Tout ça rentre dans les principes à mettre en place, et c'est pourquoi, depuis le 18 septembre dernier, il y a eu un sommet international à New York où on y a revenu à l'idée qu'il faut faire un pacte mondial sur la migration. C'est devenu quelque chose qu'on doit gérer à l'international. Jean-Paul Cavalieri, représentant du HCR au Maroc, par rapport à la responsabilité du continent européen et l'implication de nos partenaires européens dans la résolution en tout cas du problème, parce qu'aujourd'hui il y a problème en Afrique notamment, mais pas seulement, aussi dans d'autres pays au niveau des pays arabes. Est-ce que les partenaires européens que nous avons jouent le jeu? Est-ce qu'ils s'impliquent dans le process? Je crois que si on regarde l'état des réfugiés à la surface du globe, on voit que la plupart des États sont désemparés. Je crois que la crise en Europe, c'est aussi, et me semble, je parle peut-être aussi en tant qu'Européen, donc avec des sentiments subjectifs à cet égard, mais ce qui me fait mal en tant qu'Européen, c'est la crise de solidarité à l'intérieur même de l'Europe. Quand on voit des pays du Sud comme l'Italie et la Grèce complètement débordés, des pays comme l'Allemagne qui font preuve de grande générosité, on peut parler de la Suède, de l'Autriche, et d'autres pays qui se replient sur eux-mêmes, qui referment leurs frontières et qui, en quelque sorte, font un déficit de solidarité à l'intérieur de même espace, ou au contraire, c'est la solidarité, la fraternité qui devrait prévaloir. Ce manque de solidarité, il se manifeste aussi à l'égard des pays qui sont les plus chargés
de réfugiés qui sont aussi les pays les plus pauvres. Armetzki me mentionnait le sommet du 19 septembre, et ça c'est particulièrement important. Il s'agit d'établir au niveau international un nouveau pacte sur la migration et un nouveau pacte sur les réfugiés. Et pour ce dernier, l'originalité, c'est deux choses. C'est de mettre en avant, premièrement, le fait et l'évidence que tout seul on ne peut pas s'en sortir au niveau international. Il faut que les pays coopèrent. Et deuxièmement... Et vous pensez que excusez-moi, mais vous pensez que cette coopération internationale qui bénéficiera bien sûr à ces pays en détresse, et bien sûr au Maroc aussi qui essaie d'aider dans la mesure du possible, mais est-ce que vous pensez que cette aide internationale dont vous parlez a de l'avenir quand on voit la montée des extrêmes un petit peu partout en Europe et même ailleurs? Je crois qu'il n'y a pas d'alternative. Si on regarde les 3 pays les plus producteurs, si on peut dire comme ça, de réfugiés, il s'agit de la Syrie, l'horreur absolue, la Somalie et l'Afghanistan. Des pays qui, pour les 2 derniers, génèrent des guerres depuis 20 et 30 ans respectivement. Donc il n'y a pas de quoi être optimiste. Et je crois qu'il y a une véritable prise de conscience qui s'est manifestée à New York, de se dire, bon, comment on y va tous et tous ensemble. Et si on regarde des initiatives comme par exemple le Canada, qui s'est engagé à... accueillir plusieurs milliers de réfugiés d'autres pays pour soulager ces pays-là. C'est déjà un acte de solidarité. L'Allemagne a fait la même chose par rapport à des pays comme le Liban, en prenant plusieurs milliers de réfugiés. Le Maroc, à son échelle, s'est engagé formellement le 30 mars à Genève lors du sommet de haut niveau sur la solidarité au niveau international vis-à-vis des réfugiés syriens, à régulariser et donner un statut aux réfugiés syriens qui sont sur son territoire. À sa modeste échelle, le Maroc fait un effort, et je dirais, il montre un exemple au niveau de la région, ça c'est sûr. Aminata Pani, par rapport justement à cette question de la solidarité et du rôle des puissances occidentales dans la résolution de la problématique migratoire. Je vais peut-être répéter ce que les 2 autres ont dit, mais c'est indéniable. Les faits parlent d'eux-mêmes aujourd'hui. C'est que on a des pays du Sud, on va dire, qui reçoivent le plus les personnes qui sont en mouvement, spécifiquement les personnes réfugiées en besoin de protection. Et on a de l'autre côté, voilà, une Europe, il faut le dire, qui de plus en plus au fil des années a mené une politique restrictive d'accès à l'espace Schengen, qui aujourd'hui a des répercussions sur la crise qui se vit aujourd'hui, où on arrive à un stade où il est même plus capable de recevoir ceux qui ont un besoin de protection. Je ne parle même pas des autres qui viennent pour d'autres raisons qui peut-être mériteraient d'être entendus. Ça, c'est autre chose. Pour les chiffres parlent d'elles-mêmes. On a le Liban qui, par exemple, où on a qui reçoit 1 million, je ne sais pas, Jean-Paul dira peut-être aussi je me trompe, 1 million de Syriens qui arrivent en Libye. Quand on fait le ratio, selon les chiffres qui étaient dans le rapport d'Amnesty, je pense, on a 183 réfugiés pour 1000 habitants au Liban, alors qu'en Europe, le ratio est clair, on a 8 réfugiés pour 1000 habitants, sachant que l'espace européen, c'est déjà 29 pays. Donc les chiffres, pour ceux qui aiment les chiffres, même si c'est pas toujours, elles parlent d'elles-mêmes et elles prouvent aujourd'hui qu'il y a une crise de la solidarité. J'allais dire, et le minimum qui est reçu justement sur le territoire européen et dans l'espace Schengen, est-ce qu'il est reçu dans des conditions humaines et décentes? C'est toute la question des politiques d'accueil aujourd'hui, c'est toute la suspicion de qui est réfugié, qui ne l'est pas. C'est aussi la souveraineté des États d'appliquer leur politique d'asile pour recevoir ces personnes qui arrivent. Il y a des traitements, il y a un droit communautaire dans l'espace européen. Après, les États, chacun a une prise en charge de façon souveraine. Je vous pose la question parce qu'en même temps, on a vu défiler sur les réseaux sociaux des images au niveau de certains centres où on voyait les migrants et les réfugiés justement en position presque, j'allais dire, humiliante, où on les frappait parfois. Est-ce que c'est des cas exceptionnels? Ce sont des cas où c'est la règle, ou est-ce que ce sont des cas isolés, justement, Jean-Paul Cavalieri? Qu'est-ce qu'il en est réellement dans ces centres où on accueille plus ou moins les migrants en Europe? Je crois qu'on voit de tout, hein. On voit des centres qui sont bien gérés. Je crois qu'en cas d'afflux massif, en prenant encore une fois un exemple comme celui qu'on voit en Allemagne et puis en Italie, on voit, ou en Grèce, on voit qu'il y a des endroits où, comme les îles grecques qui accueillent les réfugiés, qui sont submergés. Et où, évidemment où les conditions doivent être améliorées. En même temps, il y a une volonté politique d'accueillir ces gens-là et de leur assurer le meilleur sort et les meilleures conditions possibles.
on voit que c'est pas toujours facile à court terme. Et ensuite, au plus les réfugiés sont répartis de façon équitable, et je crois que c'est ce que Bruxelles, la Commission européenne, a voulu faire. Malheureusement, ça a été rejeté par une bonne partie des États membres, mais la Commission européenne a eu le mérite et l'effort de proposer un système de répartition équitable de quotas basé sur la population du pays d'accueil, la richesse du pays d'accueil, etc. C'est difficile d'aller à l'encontre de tels critères de bon sens et de justice. Et pourtant, on a vu avec quelle difficulté cela avait à passer. Donc, encore une fois, je crois que si on est frileux et si on laisse les problèmes à autrui, c'est en quelque sorte mettre la tête sous le sable et ne pas réaliser que ces problèmes vont nous atteindre tôt ou tard. Donc, au plus tôt on se réunit et on travaille ensemble, au mieux c'est. Et je crois que le sommet de New York du 19 septembre, pour y revenir, c'est un début je crois, ambitieux, mais absolument nécessaire. Maintenant, c'est le tout début. Il faudra voir en termes de mise en œuvre si l'engagement des États va être à la mesure de ce qu'ils ont fait et entrepris le 19 septembre. Ahmed Sqaim, directeur des affaires de la migration au sein du ministère chargé des MRE et des affaires de la migration. Vous voulez réagir? Oui, parce que ces centres, ils font partie des mesures qu'entreprennent les États pour gérer une situation donnée. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, des migrants ou des réfugiés, ou qui ne sont pas encore réfugiés, qui sont des demandeurs d'asile, qui arrivent, on les met dans des centres en attendant la mise en place d'une procédure qui va dire est-ce qu'il sera reconnu comme statut, il aura le statut de réfugié ou pas. C'est une procédure qui prend beaucoup de temps. Et donc, quand on passe des mois et des mois, vers des années dans un centre d'accueil, quand on dépasse... Et c'est justifié justement que ça prenne autant de temps? On vous dit que ça peut durer des mois comme ça peut durer une année. Ça dépend des législations des pays. Donc, et comme disait Jean-Paul, quand on dépasse les capacités d'accueil des centres, c'est bien sûr là où il est... Et les gérants et les personnes qui sont accueillies, il y a des incidences, il y a les conditions minimum parfois ne sont pas respectées. Ouais. Ce qui m'amène à dire que le fait de réfléchir à régulariser et intégrer directement les personnes, les migrantes, les faire entrer dans un processus d'intégration est mieux que de les confiner dans des centres pour un temps qui n'est pas connu. Alors le Maroc a amorcé en janvier 2014 une première opération de régularisation des étrangers. Est-ce que aujourd'hui, Ahmed Sqaim du ministère chargé des MRE et des affaires de la migration, on peut déjà tirer les conclusions de cette première action avant de parler de la seconde qui va s'enclencher? En parlant uniquement d'opérations de régularisation, sans parler de la partie intégration, oui, on peut dire que la première phase a été une réussite, dans la mesure où on s'attendait, on estimait les migrants au Maroc ou les étrangers en séjour irrégulier au Maroc à quelques 35 000. L'opération se soldait par le dépôt de quelques 27 649 dossiers. Sur ces 27 649 dossiers, plus de 83% ont été acceptés, c'est-à-dire plus que 23 000. Donc, une régularisation du maximum. Sur ce point de vue, c'est une réussite. Et d'un point de vue de l'intégration, pour vous, c'est une réussite aussi également? On peut parler de réussite là-dessus? Pour l'intégration, donc aussitôt après, il y a une stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a été mise en place avec son dispositif de gouvernance. On est uniquement à 3 ans de mise en œuvre. C'est trop tôt d'évaluer la réussite ou l'échec d'une telle politique publique. Une telle politique publique comme ça, on peut l'évaluer après 10, 15, 20 ans, quand les enfants étrangers qui sont nés au Maroc, on regarde leur intégration à l'école, on regarde s'ils ont terminé leurs études, et on regarde s'ils occupent des postes de responsabilité au Maroc dans leur société d'accueil. Aminata Pani, par rapport à cette première expérience qu'a pu
Mettre en place le Maroc en 2014, pour vous aussi, il s'agit d'une réussite ou plutôt d'un échec, ou est-ce qu'il va falloir encore attendre, comme nous disait Ahmed Srim, au niveau de l'intégration, 10 ans, 20 ans, et voir sur les générations futures, qu'est-ce que cette opération a donné? Est-ce que finalement ce n'est pas un peu prendre des risques de ne pas pouvoir corriger, chemin faisant, une politique si elle s'avère être pas très efficace, voilà. Déjà sur la première opération de régularisation, le fait déjà que cette opération ait lieu, c'est déjà une réussite. Dans les recommandations du CNDH, l'une des recommandations importantes était justement de régulariser la situation administrative de certains étrangers. Oui, mais que vaut la régularisation si derrière il n'y a pas ou pas suffisamment d'intégration? Mais c'est évident que la régularisation n'est pas le point qui limite l'intégration. Ce n'est qu'un pas. Ce n'est qu'un pas vers l'intégration. Après, l'intégration, c'est pas un truc qu'on mesure de façon ponctuelle. C'est un processus. Et moi, après ce mot intégration, il diffère selon le profil des étrangers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les étrangers sont pas un tout homogène. Et l'intégration s'adapte au profil de chacun, aux capacités de chacun, aux possibilités. Ce qu'il faut mettre en valeur plutôt, c'est aujourd'hui le fait que les programmes et des dispositifs publics puissent être ouvert aux étrangers, qui puissent avoir accès à ces dispositifs, justement pour pouvoir avoir accès à leurs droits fondamentaux comme la santé, l'éducation. C'est ça l'intégration. C'est le cas aujourd'hui pour les communautés qui ont été régularisées. Elles ont accès à la santé publique marocaine, à l'école publique marocaine. Elles ont accès au monde de l'emploi, du travail. Je laisserai M. Skim répondre. C'est une question. Vous êtes au Maroc, vous connaissez donc la problématique. Est-ce que ces gens, aujourd'hui, que nous avons régularisés, que vous côtoyez dans le travail, dans votre travail quotidien, est-ce que finalement ces gens ont droit à ce minimum que vous étiez en train de citer? Il y a des actions immédiates qui ont été mises en place. Je prends la question de l'accès à l'éducation. Dès octobre 2013, il y a eu une circulaire qui permettait l'intégration des enfants à l'école publique. Et ça, c'est mesurable, ça. Et ça, c'est mesurable. Alors, est-ce qu'on l'a mesuré? Est-ce qu'on l'a mesuré? Est-ce qu'on sait aujourd'hui, 3 ans après, qu'est-ce que ça a donné? Oui. Non, mais parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui, on met en place des actions. Il y a le temps qui s'écoule. Là, par exemple, par rapport à l'école publique marocaine, on peut justement mesurer, et c'est très important pour savoir si on est sur la bonne dynamique ou pas. Est-ce qu'il y a des réponses claires là-dessus? Est-ce que vous pouvez me laisser développer au moins? Vous m'avez posé plusieurs questions en avant. J'essaie de construire la réponse. S'il y a d'autres questions qui reviennent, c'est difficile. Alors allez-y. Voilà. Donc déjà, je voulais faire ressortir le fait qu'il y a des actions immédiates qui ont été faites. Il ne faut pas ne pas les mentionner. L'accès à l'éducation aujourd'hui, que ce soit possible. Après, comme je disais, ces actions, corriger, bien sûr que dans certains processus, comme je disais, quand on l'entend comme un processus, ça demande justement qu'à des étapes où des bilans soient faits pour corriger ces questions. Sinon, on allait peut-être 2 jours après le lancement de cette politique dire c'est bon, on a tout fait. Il n'y a pas de recette d'intégration. Je ne pense pas qu'il y ait un pays aujourd'hui qui peut se targuer de dire nous avons réussi l'intégration de nos étrangers. C'est pour cela que passer par le biais de l'accès aux droits pour nous en tant que Conseil national est pour nous peut-être un chemin le plus mesurable, le plus quantifiable, quelque chose que voir que des gens ont accès aux droits, voir que des gens, je ne dis pas que nous en sommes là, mais des choses sont en train d'être faites et qu'il faut le relever. On a déjà le cadre juridique qui devrait pérenniser le séjour des étrangers qui n'est pas encore adopté. Donc ne serait-ce que ça, il faut dire que ce sont ces actions-là qui vont consolider tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, qui vont consolider ces acquis-là. Donc on est sur un chemin, on ne pourra pas dire qu'on y est encore, et même quand on aura des lois, peut-être qu'on va demander à les amender. Il y a toute une recommandation dans les rapports du CNDH où on demandait justement la révision de beaucoup de lois sectorielles pour que ce soit en phase avec cette politique d'intégration, et c'est tout ça qui va accompagner ce processus. Peut-être que je me suis fait mal comprendre tout à l'heure en disant que c'est une politique dont qu'on évaluera, qu'on constatera la réussite ou l'échec à longue échéance. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évaluer en cours de route. Il n'y a pas un mois
qu'on n'organise pas une rencontre avec tous les acteurs, société civile, tous les partenaires, sur une thématique précise de la migration, pour discuter justement comment faire ce qu'on a fait. Et chaque année, au mois de septembre, le 9 ou le 10 septembre, on organise un grand séminaire où il y a tous les partenaires, où on présente le bilan de la politique jusqu'ici. Et on trace les grandes lignes pour le futur, justement, pour corriger, pour s'informer sur les choses qui vont moins bien, sur les choses qu'il faut améliorer. C'est une politique à long terme, comme disait Aminata, parce que l'intégration en elle-même est un processus très long qui demande beaucoup de volonté et de la part du migrant et de la part des autorités de la société d'accueil. Vous voulez réagir, Jean-Paul Cavalieri du HCR Maroc? Oui, merci. Deux choses que je voudrais souligner. Premièrement, lorsqu'on parle de la nouvelle politique migratoire et d'asile, le premier mot qui vient à l'esprit, en tout cas à moi, HCR, c'est le mot de protection. Faut savoir que dans l'espace Afrique du Nord, Moyen-Orient, beaucoup de mes collègues et moi-même, lorsque j'ai servi dans certains de ces pays, on passe un temps substantiel de notre temps, une partie substantielle de notre temps, dans des centres de détention, en prison, en essayant de sortir des réfugiés, des demandeurs d'asile qui sont en prison pour le seul fait qu'ils sont en situation irrégulière dans le pays d'accueil. Là, on parle de réfugiés qui ont perdu la protection de leur pays d'origine. Au Maroc, ce n'est pas le cas. Au Maroc, ces réfugiés, ces demandeurs d'asile bénéficient de la protection du Maroc. Et ça, c'est très important. La protection juridique de personnes qui, étant réfugiés, ont perdu la protection de leur pays d'origine. Ça, je crois qu'il ne faut pas le perdre de vue. À la différence d'autres pays dans la région, les réfugiés ici peuvent demander l'asile et ils auront la protection. Après, ils auront accès à des mesures d'intégration. Alors, l'intégration elle-même, c'est un processus, c'est certain. Il y a les droits et il y a la mise en œuvre de ces droits. Pour prendre l'éducation des réfugiés que nous suivons, ils ont accès à l'éducation, au primaire, au secondaire. Pour les chiffres que nous suivons, encore une fois, les réfugiés, les 2/3 de nos réfugiés qui sont dans le primaire sont scolarisés. C'est bien, mais en même temps, ça veut dire qu'un tiers ne sont pas scolarisés. Et là, on parle d'enfants dans le primaire. Et quand on fait le suivi avec les parents, pourquoi ils ne sont pas scolarisés, il faut savoir aussi qu'au Maroc, les réfugiés sont répartis dans 44 villes dans le royaume. Pas seulement Oujda, Casa, Rabat, mais partout dans le royaume. Ce qui est aussi un signe d'accueil quelque part et de possibilité de circulation, n'est-ce pas? Liberté de mouvement. Les parents nous disent soit parfois, pour les parents, et ça c'est une mesure d'éducation, ils ne voient pas toujours ça comme la priorité. La première priorité, c'est le logement. Parfois, ils envoient les enfants à un jeune âge aller travailler pour ramener une source de revenus. Parfois, ce sont des enfants qui ont des problèmes de mise à niveau parce que, à la différence d'un petit Marocain qui a besoin d'une mise à niveau, ceux-là parlent pas toujours la langue, le français ou le darija ou l'arabe, ou bien sur 1, 2, 3 ans de route d'exil avant d'arriver au Maroc, ont perdu un certain nombre d'années scolaires. Donc, les réfugiés ou les migrants arrivent avec des problèmes spécifiques qui demandent des mesures spécifiques. Alors, pour travailler avec les autorités ici, on voit que ces mesures commencent à être mises en place, mais on voit que ces réfugiés, ces migrants posent un défi ou des questions qui n'étaient peut-être pas là auparavant et qui nécessitent une réflexion, une prise d'action. Même chose pour le secteur de la santé. Les réfugiés ont accès aux soins, aux prescriptions, aux consultations dans les dispensaires, mais ensuite il y a une prise en charge qui doit avoir lieu. Pour l'instant, c'est le HCR qui s'occupe de cette prise en charge médicale, c'est-à-dire les médicaments, les maladies chroniques, mais le gouvernement est en train de réfléchir à la remédiation des réfugiés, ce qui est une bonne chose. On travaille avec le gouvernement pour voir comment ça peut aller de l'avant. Ça tombe pas nécessairement du ciel, donc ça demande un certain nombre de mesures, de réflexions, de politiques. Nous prenions par exemple la question des étudiants au niveau universitaire. Un étudiant marocain, il s'inscrit, s'il a le diplôme, il s'inscrit dans l'année supérieure, etc. Un réfugié doit avoir ses diplômes pour qu'il soit validé par l'AMSI. Ce diplôme doit être validé par l'ambassade de son pays. Or, pour les réfugiés, c'est souvent chose impossible. Pardon les Syriens, il n'y a pas d'ambassade syrienne. Beaucoup de réfugiés ont peur d'aller se tourner vers leur ambassade, parce que ils ont peur ils ont fui les autorités de leur pays. Donc, ils ne peuvent pas se tourner. Pour l'instant, il n'y a pas de mécanisme. Qu'est-ce qu'il faudrait là? Peut-être une exemption de se cacher dans l'ambassade qui n'est pas disponible. Et là, ce sont encore... Donc, on pourrait multiplier les exemples où le droit est là, mais il reste à le mettre en œuvre parce que des questions se posent, des problèmes se posent qui nécessitent des efforts, je dirais, collectifs, que ce soit des collectivités territoriales, du gouvernement, la société civile, les organisations internationales, il faut que les organisations de migrants,
et de réfugiés, ça nécessite beaucoup de bonne volonté et nécessairement ça prend du temps. Romaric Mbatala, coordinateur des projets de l'association Africulture Maroc, sur cette question d'intégration aujourd'hui. Elle se fait comment? Elle se fait dans la douleur? Elle se fait simplement? Et est-ce que vous pensez qu'on vous a donné les outils, en tout cas pour y parvenir, ne serait-ce que déjà dans ce qu'il y a de plus essentiel pour vous, savoir les droits les plus élémentaires? Oui, bon, moi, je commencerai par la question de la régularisation. C'est d'abord une très, très bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est le fait d'être en situation irrégulière pour un migrant qui accroît sa vulnérabilité. Le fait déjà de régulariser sa situation lui permet, par exemple, de ne plus continuer à vivre dans la clandestinité et être vulnérable. Et ensuite, maintenant, on voit que dans la stratégie nationale d'immigration et d'asile, cette stratégie répond complètement aux attentes. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut qu'il y ait une vraie volonté politique pour traduire dans les faits ces stratégies. Vous pensez qu'il n'y a pas de volonté politique de la part du Maroc pour traduire cela en réalité? Quand je parle de la volonté politique, il va falloir que ces stratégies ou bien que les mesures prises ne soient pas seulement concentrées au niveau de Rabat. Il faudrait que ça soit délocalisé auprès des autorités locales et des collectivités locales. Parce que d'abord, la question, quand on parle de l'intégration, il s'agit premièrement d'une question de relations humaines. Donc, ce sont les collectivités qui sont beaucoup plus en contact direct avec les migrants. Et s'ils ne sont pas au courant, ou bien s'ils n'ont pas cette volonté-là, ou s'ils ne suivent pas le rythme impulsé par Rabat, si vous me permettez l'expression comme ça, donc ça serait un peu difficile. On voit par exemple que lorsqu'on a parlé de la campagne de régularisation, quand il faut renouveler les cartes, au niveau de Rabat, ça ne pose pas de problème. Le migrant qui a été régularisé, quand il arrive, il présente sa carte avec la rédale et puis il renouvelle automatiquement sa carte. Mais dans certaines autres villes, dans d'autres localités, ça pose problème. Il faudrait qu'il justifie, il apporte certains d'autres documents et tout ça. Donc, cette manque d'homogénéité sur l'étendue du territoire, c'est ça un peu qui freine un peu l'avancée et la mise en œuvre de cette stratégie. Eh ben pour vous répondre, Ahmed Srim, qui mieux que vous pour répondre justement à ce manque d'homogénéité, si l'on peut dire, au niveau de l'ensemble du territoire national par rapport à ces cartes que l'on donne aux migrants? Ce que je veux dire, c'est qu'on n'a parcouru qu'une partie du chemin. Le chemin est encore long, plein de défis. Le rôle des autorités, c'est, dans un premier lieu, c'est d'enlever les barrières qui pourraient entraver l'intégration des migrants, c'est-à-dire leur donner les mêmes chances que les nationaux. Ça a commencé par... Et là, vous ne leur donnez même pas apparemment les mêmes droits que les autres migrants, parce que ceux qui sont à Rabat sont privilégiés par rapport à d'autres qui sont dans d'autres villes. Est-ce que, par rapport à cela, vous avez aujourd'hui une explication logique? Non, je vais y venir. Oui. Bon, si vous voulez tout de suite que je réponde à ça. Bon, on parle de renouvellement de la carte de séjour. Les autorités ont pris la décision déjà en 2015 que le renouvellement se fait automatique, c'est-à-dire dans les mêmes conditions, dans les mêmes conditions que la régularisation. C'est pas comme dans les conditions normales qui sont régies par une loi qui montre qui régit le séjour au Maroc. Pas plus qu'hier ou avant-hier, il y avait une rencontre avec la société civile. Il y a des choses qui remontent comme ça, qu'il y a pas que dans un centre, on demande certaines pièces, dans un autre, d'autres. Ce sont des choses qui remontent, que les autorités essayent de régler par l'information, par la sensibilisation. N'oubliez pas, par exemple, et ça, c'est ça le rôle de la société civile. Il y a, par exemple, le Conseil national des droits de l'homme et les conseils régionaux des droits de l'homme. Un migrant qui n'a pas eu le traitement qu'il fallait sur un dossier, il peut recourir au Conseil régional des droits de l'homme, qui aussitôt il réagit et les choses sont réglées. Peut-être qu'il y a des malcompréhensions
des instructions ou des prérequis par certains agents, mais elles restent, à mon sens, des cas marginaux. Marginaux. Pour revenir sur l'intégration, je disais que l'essentiel au départ, c'est d'enlever les barrières et les entraves qui peuvent être administratives ou réglementaires. Par exemple, pour la scolarisation, tout enfant a droit à la scolarisation, indépendamment de sa situation administrative, régulier ou irrégulier. Donc l'école a ouvert ses portes avec des critères très souples sur les pièces qu'il faut fournir pour suivre sa scolarité. Aujourd'hui, il y a plus de 7000 enfants migrants qui sont dans le système formel. Il y a aussi, comme les Marocains, les enfants migrants bénéficient de ce qu'on appelle l'école de la seconde chance, avec le système informel, l'éducation non formelle, le préscolaire, le soutien scolaire, notamment en langue, pour pouvoir suivre l'apprentissage de la langue et des cultures marocaines. Il y a l'école, peut-être que les parents n'ont pas les moyens. Un dispositif d'assistance humanitaire a été mis en place pour venir aux besoins des familles qui sont vulnérables. Il y a plus de 28 000 bénéficiaires de ce système sur les 3 dernières années. Pour la santé, tous les établissements de santé sont ouverts, même si les migrants ne disposent pas d'une couverture médicale. Et donc ça leur sert à quoi exactement s'ils n'ont pas de couverture médicale et qu'ils, par exemple, ont besoin d'être opérés ou ont besoin d'une aide médicale un peu plus importante? Ça se fait. Alors ils vont bénéficier comment du système sanitaire marocain? Il a besoin d'une opération, elle est faite. Même s'il n'a pas sa carte de Ramed. Même ça, tout le monde est pris en charge parce qu'on travaille, c'est une phase transitoire, on travaille aussi sur un système de couverture médicale pour les migrants qui regroupe les mêmes paniers de soins que pour le Ramed, pour les Marocains du Mini. Il y a aussi pour l'emploi, on a enlevé la barrière de la préférence nationale pour tous les migrants qui ont été régularisés. Avant, pour pouvoir avoir un poste de salarié, il faut un certificat de l'ANAPEC qui certifie qu'il n'y a pas un Marocain qui a le même profil qui pourrait avoir le job. Maintenant, cette condition est levée pour les migrants régularisés. Tous les établissements de formation professionnelle sont ouverts aux migrants. Au ministère, on appuie des associations spécialisées de la formation professionnelle pour dispenser cette formation et accompagner dans l'intégration. Donc, plein de mesures dont l'objectif est d'avoir l'équité, avoir les mêmes chances que les Marocains pour que les migrants puissent avoir un chemin banalisé vers l'intégration. Vous voulez réagir, Aminata Pani, chargée de la protection des droits des migrants au Conseil national des droits de l'homme, par rapport justement à cette intégration, à ce travail? Est-ce que vous retrouvez justement les éléments qui ont été cités par Ahmed Srim du ministère chargé des MRO et des affaires des migrants sur le terrain? Est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, le travail est facile pour cette catégorie de personnes qui viennent s'installer au Maroc? Je vais peut-être revenir sur les mêmes références. C'est déjà au niveau réglementaire. Quand je parlais de défis tout à l'heure, c'était aussi qu'on est dans une phase transitoire où le cadre légal, justement, n'accompagne pas pour l'instant les actions qui sont mises en place. Ce qui fait que sur le cas des régularisés, aujourd'hui, il y a une mesure dérogatoire qui est prise pour l'accès à l'emploi, qui est prise pour les régulariser. Mais après, le fait que le cadre juridique ne soit pas encore consolidé fragmente les catégories d'étrangers. C'est aujourd'hui l'un des grands défis qui fait que la question du cadre juridique devient primordiale. On a aujourd'hui déjà dans les réguliers, il y a des régularisés et il y a des réguliers, parce qu'avant la politique migratoire, il y a des personnes qui étaient en situation régulière, des étrangers qui étaient en situation régulière, qui ne bénéficient pas des mesures dérogatoires spécifiques pour les régulariser et qui
qui peut conduire aussi au risque de basculer dans l'irrégularité quand on sait que les dispositions de la loi 0203 sont encore appliquées à ces personnes et qu'elles sont difficiles parfois à respecter. Donc il y a cet enjeu, c'est pour cela que je parlais de la pérennisation du séjour. Aujourd'hui, il faut pouvoir pérenniser et stabiliser le séjour de ces personnes pour qu'on puisse effectivement se projeter vers de l'intégration. Et sur les aspects, je ne reviendrai pas, Jean-Paul l'a dit, il y a l'accès légal quand il est acquis. Après, il y a les mesures d'accompagnement au-delà du quantitatif qui fait qu'on doit aujourd'hui avoir comme objectif de tendre vers de la qualité. Il faut qu'aujourd'hui, ces enfants, les défis qui se présentent, par exemple, pour l'éducation, c'est la langue, c'est aussi souvent des questions religieuses où on reçoit des personnes qui en font un obstacle d'inscrire leurs enfants à l'école formelle. Donc c'est des réflexions aujourd'hui qu'il faut poser et c'est des solutions qu'il faut chercher, mais ce sera forcément collectivement. Et Jean-Paul Cavalieri, représentant du HCR Maroc. Oui, quelque chose qui a été mentionné par Aminata Pani, très important, c'est la pérennisation. Je crois qu'un des points pour parler des réfugiés, et Ahmed Skim, je crois, ne sera pas surpris de m'entendre dire qu'un des points sur lesquels le HR insiste, c'est la nécessité de passer la loi sur l'asile et de la présenter devant le Parlement. Pourquoi c'est important, sans rentrer dans des arguties juridiques? On parle de stratégie nationale d'immigration et d'asile pour assurer la pérennité de ces politiques. Il est absolument important de les inscrire dans le temps à travers une loi pour, en quelque sorte, dégager ces questions du débat politique et les inscrire dans quelque chose de plus prévisible et à long terme pour donner aussi plus de sécurité juridique aux réfugiés qui bénéficieront du statut. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réfugiés reconnus comme tels par le HR et par le gouvernement se voient octroyer une carte de réfugié valable 1 an, ce qui est original, remarquable, très positif au niveau de la région. Je crois que l'étape prochaine, c'est d'inscrire ça dans le cadre d'une loi qui verra une véritable autorité s'approprier cette politique d'asile qui est à l'heure actuelle encore partagée entre le HCR et le gouvernement. Et je crois que c'est une mesure pragmatique assez valable. Mais je crois qu'il faut viser quelque chose de plus stable dans le temps et ça se passe par une loi qui va aussi donner des cartes de séjour d'un peu plus longue durée aux réfugiés qui ont besoin de stabilité juridique pour inscrire leurs enfants à l'école, pour se projeter à tout le moins dans le moyen terme, pour pouvoir s'intégrer, pouvoir louer une maison, avoir un séjour qui rassure en quelque sorte le propriétaire qui va louer la maison, qui va rassurer l'employeur qui va offrir un contrat de travail, etc. Et encore une fois, on parle de réfugiés qui, pour la quasi-totalité, ne souhaitent qu'une chose, c'est de pouvoir un jour rentrer dans leur pays. Et ça, on le voit tous les jours avec les réfugiés syriens qui trouvent une proximité culturelle ici au Maroc, dans la langue, la religion, etc. Mais qui souhaitent qu'une seule chose, c'est rentrer dans leur pays et qui le feront dès que cela sera possible. Encore une fois, une loi est nécessaire pour permettre un séjour stable et une possibilité accrue d'autosuffisance et d'intégration ici au Maroc. Ahmed Skim du ministère chargé des MRE, des affaires de la migration. Aujourd'hui, c'est une réalité, sans vouloir... en tout cas, c'est une réalité. On le voit au niveau de villes, de grandes villes comme Casablanca, je suppose aussi Rabat. On a au niveau des feux rouges 6, 7, 8, 9, 10, parfois plus de subsahariens, mais aussi de Syriens au niveau des feux rouges qui bandit. Est-ce que quand on a ça, on peut dire que nous avons réussi notre politique? Alors, avant de parler de cette question de mendicité, deux précisions avant. Aminata avait parlé de la fragmentation des migrants, oui, régularisés, irréguliers, etc. Et là, on doit rappeler quand même le contexte dans lequel cette nouvelle politique migratoire a été mise en place. C'est qu'il y avait des migrants qui étaient au Maroc en transit, qui voulaient partir en Europe. Ils ne pouvaient pas partir en Europe. Et ils ne pouvaient non plus revenir dans leur pays pour des questions de fierté et pour des raisons personnelles. Donc, ils se trouvaient coincés au Maroc pendant une longue période. C'est plus du transit, c'est quasiment du résidentiel. Cette politique a été mise en place. Tout d'abord, régulariser leur situation pour qu'ils aient
pour qu'ils aient plus de quiétude, circuler librement sur le territoire marocain. Et deuxièmement, la régularisation n'est pas une fin en soi. Il faut qu'ils soient intégrés, leur donner une chance de refaire leur vie au Maroc et vivre leur rêve au Maroc. Le cadre réglementaire. Dès le lancement de la politique, il y a des équipes qui ont travaillé sur 3 projets de loi qui concernent la migration en général. Donc il y a un projet de loi sur l'asile par les Jean-Pierre. C'est un projet de loi qui va déterminer la procédure de demande d'asile, les autorités qui vont statuer sur ce droit, les critères, le recours, etc. Et puis, un projet de loi sur la traite des êtres humains. N'oublions pas que la plupart des migrants sont victimes de ces réseaux de traite, et une loi globale sur l'immigration qui doit en principe reprendre l'actuelle loi 0203 sur le séjour au Maroc, qui a été faite dans un contexte particulier en 2003. Et l'objectif, c'est de prendre tout ce qui est positif dans cette loi et la compléter par le cadre humaniste, respect des droits, etc., et intégration pour les migrants. Le temps législatif, il est ce qu'il est. Le gouvernement sortant n'a pu faire passer qu'un seul projet de loi de cette loi. C'est la loi maintenant 2714 sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui a été adopté au Parlement, publié au bulletin officiel. Le projet de loi sur l'asile est fin prêt, donc le prochain gouvernement pourrait l'examiner et poursuivre son processus législatif. Le projet de loi sur la migration, il y a quelques points encore de discordance entre certains départements ministériels qu'il faut régler. Pour revenir à la question sur la mendicité. Tout d'abord, il y a quand même un phénomène qui s'est propagé dans les grandes villes. Oui. Il faut noter que 83, ce sont des études récentes, 83% de la population migrante au Maroc est active, dont 70% travaillent soit dans l'informel, soit dans le formel, soit indépendante, soit salariée, ce qui minimise la tranche qui ne travaille pas. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, si vous faites attention à ces personnes, ce n'est pas toujours les mêmes. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des personnes qui font la mendicité à un rond-point et ils s'en pendent dans quelques jours, mais après une période, c'est plus les mêmes. Ce sont d'autres personnes, ce qui montre qu'il y a un flux qui change. Et troisième point, c'est que le migrant, en s'installant dans sa société d'accueil, il regarde ce qui se passe dans cette société et il tire avantage de certaines pratiques. Le peuple marocain a montré une grande solidarité avec les migrants. Il y en a peut-être certains, je ne généralise pas, certains migrants qui ont trouvé plus leur fin dans la mendicité, au moins pendant un certain temps, parce que c'est source de revenus peut-être plus importants avec un moindre effort. Ce que doit être fait, c'est, j'ai parlé d'un dispositif humanitaire qui est provisoire, c'est-à-dire les personnes qui sont vulnérables, qui sont dans la nécessité. On a mis un dispositif avec la société civile, avec le Croissant-Rouge marocain, pour distribuer des denrées alimentaires, des vêtements, des kits de vie, aussi permettre à certaines associations d'avoir des refuges, des centres d'accueil provisoires, et en même temps que ça doit pas s'éterniser, c'est quelque chose de transitoire. Il faut après voir quels sont les besoins des migrants, formation professionnelle, accompagnement à l'ANAPEC pour faire sa demande, aider à faire son CV, c'est-à-dire se prendre en charge dans une vie active.
Hossein Romaric Gbatala, par rapport justement à ces migrants aujourd'hui qui manifestement ne trouvent pas le travail ou ne trouvent pas de travail plutôt et commencent à mendier, ils sont de plus en plus nombreux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce que vous y voyez en tout cas un élément mineur puisque, comme nous le disait Ahmed Skrim, il serait de l'ordre de 18% ou de 17% à ne pas travailler. Est-ce que c'est un élément qui revient dans les discussions que vous pouvez avoir dans le cadre de votre association Africulture Maroc? Oui, nous travaillons sur ce sujet-là. C'est vrai ce qu'a dit M. Skim. Certaines personnes profitent de cette générosité-là pour ne pas fournir d'efforts et avoir des sources de revenus plus faciles. Mais il y a d'autres personnes aussi qui sont victimes de la traite, qui sont là dans les rues. Il y a certaines filles, par exemple, qui veulent, par exemple, venir traverser, aller en Europe et qui ont été pris, accompagnés par d'autres personnes pour arriver au Maroc. Et une fois arrivés ici sur place, on leur demande que voilà le prix de votre liberté, de votre travail. Voilà, vous allez mendier pour nous rapporter telle somme comme ça. Ou bien pour ceux qui veulent continuer de traverser en Europe, il faudrait que la personne renonce une telle somme comme ça. Et donc ces femmes, la plupart sont des Nigérianes, sont victimes de la traite. Ce sont des groupes de gens qui sont derrière elles et qui les envoient dans les rues pour aller mendier. Donc certaines personnes ne font pas ça. Aucun appui des autorités marocaines justement pour libérer ces femmes? Oui, bon, voilà maintenant que la loi sur la traite a été mise à jour. La difficulté qu'on avait, c'était qu'il n'y avait pas une base juridique sur laquelle on pouvait aider ces femmes et les approcher pour pouvoir poser des actions contre leurs bourreaux. Maintenant que la loi sur la traite a vu jour, le problème maintenant, c'est d'approcher ces femmes et de les convaincre de pouvoir sortir de cette traite-là, puisqu'il y a une peur psychologique qui est aussi là derrière par rapport à leurs bourreaux. Donc ça, c'est un point. Et puis, il y a d'autres points que j'aimerais soulever, c'est qu'il y a beaucoup de migrants qui sont dans l'informel. Et il n'y a pas une politique pour accompagner ces migrants-là. Je prends par exemple le cas de ceux qui vont dans les rues ou dans les marchés, tout ça. Il n'y a pas un marché, par exemple, un endroit qu'on pourrait peut-être aménager et leur dire, voilà, au lieu de vendre dans les rues, occuper, et voilà, il y a de l'espace qui est là, venez vous mettre tout ça. Je pense qu'il y a une forte communauté des migrants subsahariens ici au Maroc et qui ont souvent besoin des produits du terroir de chez nous pour la consommation et tout ça. Et la plupart de ces produits nous viennent d'Europe. Alors que c'est comment les produits peuvent transiter, quitter le Maroc, arriver en Europe. Et maintenant, on commande ces produits qui viennent de l'Europe pour arriver en Afrique. Alors que si ces migrants qui vendent ces genres de produits-là aient de l'espace pour faire leur commerce, on pourrait les accompagner à sortir de l'informel dans le formel. Et comme ça pourrait aussi contribuer au développement du Maroc et créer une forme d'emploi. Donc, souvent, c'est ces difficultés-là qui poussent ces personnes à aller à prendre la chose la plus facile qui est de mendier dans les rues. Donc, voilà plus ou moins certaines de ces difficultés. Mais j'aimerais quand même revenir sur certains points qui ont été soulignés ici. Par exemple, la question que les migrants qui ont été régularisés sont disposés d'obtenir l'autorisation du ministère pour exercer. Je crois que pour réussir une politique de migratoire, il faut vraiment qu'on puisse étendre cette dérogation à tous les migrants. Étant donné que le Maroc a ratifié la Convention 143 sur les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et cette convention-là stipule, prône l'égalité des chances pour les travailleurs nationaux comme les travailleurs migrants. Donc, c'est aussi un des points, un des plaidoyers que nous lançons ou que c'est des demandes que nous soumettons auprès des autorités. Et vous avez quoi comme réponse justement par rapport à cette demande précisément? Oui, par rapport à cette demande, comme la Convention elle est ratifiée cette année, nous plaidons pour que les dispositions, par exemple, du Code de travail dans les articles 516, 517, 518, vraiment qui stipulent qui obligent cette autorisation du ministère soit revue pour que le Code de travail soit conforme à cette convention-là. Donc, et vous avez saisi, par exemple, le ministère ou le ministre du Travail et de l'Emploi par rapport à cette problématique? Oui, par rapport à cette problématique. Il vous a répondu? La dernière fois, nous avons organisé un atelier d'analyse sur la loi 1912 qui était entre-temps un projet de loi sur le travail domestique. Et cette question a été soulevée auprès du représentant du ministère qui nous a dit que la question a été prise en compte. Il va le remonter auprès des décideurs qui pourront se pencher sur la question.
Donc ça, c'est l'un des points. Et l'autre point aussi, c'est que la législation nationale ne fait très peu mention des droits des migrants au Maroc. Donc ça aussi, ça ne facilite pas un peu parce qu'il faut un cadre juridique pour garantir vraiment les droits. Il n'y a que les lois qui peuvent garantir ces droits-là. Et donc, s'il y a ce manquement-là, ça ne facilite pas les choses. Et je vais revenir sur la loi, par exemple, 1912 relative au travail domestique. On sait que beaucoup de migrantes, principalement des femmes, travaillent dans ce secteur. Et certaines femmes sont victimes de la traite. Ça veut dire que leurs employeurs confisquent leurs documents, leurs cartes de séjour, leur passeport, et elles ne sont pas libres de circuler. Si dans cette loi-là, il y avait cette volonté, par exemple, d'inscrire pour interdire, par exemple, aux employeurs de conserver les documents des travailleurs migrants au-delà, par exemple, de 48 heures, c'est un pas qui pourrait aider à faciliter l'intégration et à bannir certaines pratiques qui n'honorent pas. Et je finis aussi sur la question de la nécessité pour que la loi sur l'immigration, qui est le reflet de cette nouvelle politique migratoire, voit le jour. Tant que cette loi ne voit pas le jour, n'est pas encore sortie, on sera toujours sous le joug des dispositions de la loi 0203 et dont certaines dispositions sont contraires à cette nouvelle politique migratoire. Donc c'est le point que j'aimerais revenir sur la réforme. Moi, je veux rebondir sur le sujet de la mendicité. Moi, je suis vraiment toujours mal à l'aise avec cette question de mendicité, surtout quand on parle de propager. C'est pas vrai, ça n'existe pas. C'est pas que c'est pas vrai, mais après il faut comprendre le contexte. Il faut situer les choses dans leur contexte. Que c'est propagé, il faut se demander propagé par rapport à quoi. On est passé d'un contexte avant où il faut le dire clairement, les personnes étrangères, celles qui sont peut-être visibles, ces mendiants qui sont visibles, ce sont essentiellement les migrants subsahariens. Ces personnes, les Syriens aussi, de plus en plus. Notamment. Ces personnes, dans un contexte avant 2013, étaient dans la crainte des arrestations, étaient dans la crainte de sortir dans les rues, étaient dans la crainte de circuler. Aujourd'hui, ces personnes ont cette liberté de circulation, elles ont cette liberté de mouvement et elles vont vers les endroits où elles peuvent avoir une situation pour pouvoir survivre, pour pouvoir. Donc, elles sont plus visibles qu'avant. Ça ne veut pas dire qu'elles sont devenues plus nombreuses, c'est juste qu'il y a un phénomène et peut-être qu'il faut le mettre à l'avantage qu'aujourd'hui, l'un des faits importants qu'on a pu avoir, c'est que les personnes puissent circuler librement sans crainte, sans crainte d'être arrêtées et que peut-être ce qui fait qu'aujourd'hui la population voit de plus en plus de personnes au chaud parce qu'elles ont la possibilité de pouvoir s'y arrêter. Après, quant aux chiffres, si c'est plus nombreux, je pense que ceux des enquêtes ou des études plus choses pourraient nous dire. Moi, sur la question de la mendicité, c'est ça. Après, je ne sais pas s'il faut que je réagisse à l'emploi. À la question de l'emploi, je l'avais déjà mentionné par rapport à la convention, certainement. L'accès à l'emploi, il y a un système de préférence nationale, ce qui aujourd'hui peut être... n'est plus aujourd'hui d'actualité, d'après ce que j'ai compris. Pour certaines personnes. La préférence nationale n'est plus d'actualité. Il y a une mesure, il faut bien préciser les choses. Dans le Code du travail marocain, un étranger ne peut travailler que s'il a un permis de travail. Permis de travail lui-même qui est soumis à une procédure au niveau de l'ANAPEC qui décrit donc que... Pour les pays de la Convention, qui ont signé une convention sauf sauf 3 pays qui sont le Sénégal, la Tunisie et l'Algérie qui ont des conventions bilatérales avec le Maroc qui les exemptent de ce permis de travail. Donc aujourd'hui, cette loi, elle est toujours de vigueur. Il y a une mesure dérogatoire qui est prise pour les régulariser, qui ne passent pas par l'ANAPEC, mais qui font quand même viser leur contrat au niveau du ministère de l'Emploi. Ce qui peut être demandé aujourd'hui dans toujours cet objectif de pérennisation, c'est que cet accès à l'emploi soit en conformité avec la Convention des travailleurs migrants qui par exemple, recommande qu'au bout d'une certaine période, c'est 5 ans, que le permis de travail soit définitif pour un étranger qui a vocation à résider. Ça, ce sont déjà des choses qui sont conformes aux conventions internationales qui pourraient déjà permettre aux personnes de ne pas avoir à renouveler systématiquement, ce qui est le cas aujourd'hui, leur contrat de travail et donc d'être dans cette insécurité juridique qu'on disait et dans cette insécurité par rapport à leur séjour. Jean-Paul Cavalieri, responsable du HCR Maroc. Oui, pour l'intégration socio-professionnelle, je crois qu'avoir un métier ici, pouvoir exercer une activité,
c'est une priorité absolue parce que ça donne une sécurité financière aux réfugiés. Pour parler d'eux, ça leur rend leur dignité. Ça veut dire qu'ils vont être capables de subvenir aux besoins de leurs enfants. Ils vont pouvoir les envoyer à l'école, etc., etc. Donc c'est toute la famille qui retrouve un semblant de stabilité. Alors, ça a été dit par Ahmed Skim, il faut toujours garder à l'esprit que la très grande majorité, c'est pas propre au Maroc, des réfugiés travaillent, que ce soit dans le formel, dans l'informel. Et au niveau mondial, pour les études qui ont été faites, les réfugiés rapportent plus, en principe, en termes de ressources, à la communauté qui les accueille, qu'ils ne prennent. C'est le cas ici aussi. Le HCR, alors, qu'est-ce qu'on peut faire à cet égard? Au niveau du HCR, nous accompagnons avec notre partenaire marocain, l'association marocaine. Mais Jean-Paul Cavalieri, oui. Ça, on peut le dire peut-être, c'est une question que je vous pose. Oui. Hein, ça, on peut le dire, ils rapportent plus que ce qu'on leur donne ici, peut-être au Maroc. Pourquoi pas? Mais est-ce que ce n'est pas une analyse qu'on peut faire quand on est à l'étranger, où l'économie est basée essentiellement sur le formel? Ici, on l'a dit, même autour de ces tables, les réfugiés et les migrants travaille aussi en grande partie dans l'informel. Donc, elle est où la richesse? Elle n'est pas au niveau de la comptabilité nationale. On ne la voit pas. On ne peut pas la voir, en tout cas de la même manière que ce qu'on pourrait voir en France ou ailleurs. C'est exact. Ce qu'on peut dire néanmoins, même pour ceux qui travaillent dans l'informel, et c'est une grande partie des réfugiés, beaucoup de Marocains travaillent dans l'informel eux-mêmes. Aussi. Donc, il ne faut pas non plus s'étonner, évidemment, que les réfugiés qui sont des étrangers. Moi, je parle de richesse par rapport à leur contribution à la richesse nationale. Ça pose un petit problème qu'il faut peut-être soulever. D'accord, vous avez raison. Ce que je souhaiterais dire pour le Maroc, c'est que ce sont la plupart des réfugiés sont des personnes qui ne sont pas à la charge de la société. C'est-à-dire que même pour ceux qui travaillent dans l'informel, ils ne dépendent pas d'assistance sociale, etc. Ils sont capables de se prendre en charge. Alors ça pose d'autres problèmes ou d'autres questions qui peuvent avoir lieu à l'exploitation. Quelqu'un qui travaille dans l'informel est peut-être moins protégé que quelqu'un qui a un contrat légal. Ça pose d'autres questions qu'il faut traiter dans le contexte plus général du travail informel. Ici, ce que nous essayons de développer, c'est à notre modeste échelle, c'est avec la MAP, notre partenaire marocain, c'est la subvention à ce que nous appelons des activités génératrices de revenus. C'est-à-dire aider des réfugiés, environ 50-100 projets par an, avec la MAP, des réfugiés qui portent leur propre projet économique. Pour mentionner quelques exemples, parce que la diversité des petits métiers est nombreuse, des prothésistes dentaires à Oujda, des commerçants d'huile d'olive à Marrakech, un snack à Casablanca, des forgerons à Kenitra, puisatiers à Azrou, donc une multitude de petits métiers. Et avec des petites allocations, nous aidons ces réfugiés à porter leur projet économique. Et là, je crois ce qu'il faut développer davantage, et c'est le lien avec le secteur privé. C'est-à-dire la possibilité pour ces réfugiés qui viennent avec un bagage professionnel, avec un bagage d'éducation, ça a été dit, de trouver leur niche et la façon dont ils peuvent mettre ce qu'ils ont à disposition du tissu socio-économique ici pour travailler et subvenir à leurs propres besoins, et donc avec des employeurs dans le secteur privé. C'est ce type de pont qu'il faut construire davantage, notamment aussi avec la société civile, l'accès au microcrédit par exemple pour des réfugiés. Donc c'est tout ce type d'initiatives qui peuvent permettre à des réfugiés de devenir autosuffisants en quelque sorte. Et là, c'est un chantier qui reste évidemment à travailler. Ahmed Slim, directeur des affaires de la migration, est-ce que vous pensez que le Maroc a les moyens justement de sa politique migratoire? Est-ce que vous pensez que, au vu un petit peu de ce qui se passe chez nos voisins, on voit un petit peu l'Algérie et le rapport qu'elle a aux migrants et aux réfugiés. La Libye est dans une situation assez chaotique. La Tunisie est en train d'essayer de se remettre sur pied. En Égypte, c'est aussi un pays qui souffre encore, on va dire, des séquelles du printemps arabe. L'Afrique subsaharienne est relativement assez pauvre, ou parfois, dans certains pays, c'est la guerre ou l'instabilité politique. Est-ce que le Maroc peut, à lui seul, au niveau du continent africain, continuer à aller dans le sens d'accueillir encore et toujours plus de réfugiés et de migrants? Si vous permettez, juste peut-être une précision avant de répondre à cette question concernant toujours l'emploi. Vous avez parlé du code travail, vous avez demandé est-ce que le ministère de l'Emploi était saisi. Ça n'a pas besoin, parce que parmi les 81 actions de la stratégie nationale d'immigration et d'asile, il y a la réforme du code de travail. Et ces 81 actions, il y en a qui sont réalisables à très court terme, il y en a qui sont réalisables à moyen et puis long terme, puisque le code de travail. Le code de travail
et sa réforme, vous savez, c'est pas l'affaire uniquement des autorités gouvernementales, c'est aussi l'affaire des partenaires sociaux, notamment les syndicats. Et les autorités gouvernementales se sont réunies avec les partenaires sociaux et ils ont dit ils ont fait une évaluation de la mise en œuvre du code de travail actuel. Il y a des actions qui sont prévues qui ont été réalisées, il y a des actions qui sont prévues qui ne sont pas encore réalisées et qui ne sont pas prêtes tout de suite à le rediscuter. Même pour certains articles qui ne concernent par exemple que la migration. Donc là, c'est un travail à longue haleine qu'il faut mener avec plusieurs personnes. L'essentiel, c'est que les lois qui sont venues après, telles que la loi sur les coopératives, la loi sur l'auto-entrepreneur, on a fait de sorte qu'ils comprennent aussi les migrants. Dorénavant, toutes les lois qui viennent, tous les programmes nationaux, par exemple ICRAM pour la femme, il est fait pour l'enfance aussi, il est fait que la composante migrant soit incluse dedans dès le départ. Vous avez parlé de l'informel. L'informel, c'est structurant dans l'économie marocaine. Et là, je pense qu'on touche quelque chose, une problématique qui est commune à la fois aux Marocains et aux étrangers. Et comme je disais tout à l'heure, le migrant, il s'adapte, il s'accommode avec les pratiques qu'il trouve dans sa société. C'était juste une réaction par rapport à la contribution des migrants et des réfugiés à l'économie nationale. Et donc forcément aux caisses de l'État. C'est dans ce sens-là qu'il y avait une réaction. Mais aussi l'informel, il est comptabilisé. Le HCP, il fait ce compte pour entrer la contribution de l'informel dans la richesse. En termes de fiscalité, pas en termes de fiscalité, voilà. En termes de production nationale. Oui, si vous voulez. Donc oui. pour revenir à votre question sur les moyens, oui. Tout d'abord parce qu'on a l'impression, et peut-être que c'est juste une impression, qu'on est un peu seul en Afrique, sur le continent africain, à être très volontaire sur cet aspect migratoire et migration. Est-ce que c'est le cas ou est-ce que c'est juste une impression? La décision a été prise par le Maroc. Il y a un volet, une dimension humanitaire, c'est sauver des vies, et ça n'a pas de prix, premièrement. Deuxièmement, le taux de population d'étrangers au Maroc reste relativement faible par rapport à d'autres pays, ce qui fait que les programmes qui sont en cours sont pris en charge dans le cadre des budgets habituels des différents départements ministériels. Exemple, on a 7000 élèves dans le système formel de l'éducation. Qu'est-ce que c'est 7000 devant 7 millions d'élèves marocains? On veut faire une couverture médicale pour les migrants. Disons que les 16 000 qui ont renouvelé leur carte ont tous besoin d'une couverture médicale. Qu'est-ce que c'est 16 000 devant 8 millions ou 9 millions de ramidistes au Maroc? En plus, il y a aussi une coopération internationale qui est très active, que ce soit sur le plan international. L'Union européenne est disposée à aider, pas uniquement le Maroc. Il a ouvert, suite au sommet de La Valette, le fonds fiduciaire d'urgence pour toute l'Afrique, où il y a une fenêtre pour l'Afrique du Nord ou le Maroc. Et autre chose, c'est que juste un dernier point, et aussi pour agir sur les causes et les racines de la migration, le Maroc se développe de plus en plus dans la coopération sud-sud dans les pays origines de ces migrants. Oui, Ahmed Frim, directeur des affaires de la migration, la question peut-être aujourd'hui n'a pas tant de sens que cela, mais demain, si avec la démographie galopante en Afrique, si on reste les seuls à agir, alors qu'on sait l'explosion démographique au Niger, au Nigeria, est-ce que ce n'est pas aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il va falloir se poser cette question, parce que oui. La population africaine, et notamment en Afrique subsaharienne, va exploser sur les 50 prochaines années, on le sait. C'est clair que le Maroc a les moyens dont il dispose, il ne peut pas accueillir tous les migrants d'Afrique. C'est pourquoi si aujourd'hui on a en Afrique aucun pays, si ce n'est à part le Maroc, si l'Europe est toujours réticente, je me pose la question pour demain. Bon, voilà. Donc c'est pourquoi le Maroc, il y a 3 ans déjà, il a proposé l'Alliance africaine pour la migration et le développement, qui doit être un espace de concertation pour faire une politique africaine commune en matière de migration. Le Maroc s'approche aussi
dans la coopération sud-sud avec la région du CEDEAO, où il y a un fort mouvement. Il y a beaucoup de mobilité migratoire entre Côte d'Ivoire, Cameroun, Mali, etc. Beaucoup plus que... donc là où il faut vraiment une politique, une gouvernance de cette migration au niveau régional, et c'est pas étonnant que maintenant on cherche à cette gouvernance au niveau international. Comme on a dit, il y a le lancement de ce pacte mondial. Aminé Sapani, chargé de la protection des droits des migrants au Conseil des droits de l'homme, par rapport justement au Maroc et aux autres pays sur lesquels peut-être on devrait un peu s'appuyer pour aller dans le sens de cette protection des migrants et des réfugiés. Déjà, moi, je veux resituer un truc, c'est que on est en train de mettre une politique migratoire en place qui est inédite, certes, mais on n'a pas un problème migratoire au Maroc. Il faut bien le rappeler. On a 33 millions de Marocains. On a une population étrangère, pour celles qui sont régulières, qu'on peut quantifier, qui sont en tout à 86 000 personnes. Donc, on parle de 0,03% de personnes résidentes au Maroc. Donc, on n'a pas un problème, une crise migratoire au Maroc. Faut pas rentrer dans le fantasme qu'il y a des hordes de personnes qui attendent d'entrer au Maroc. Ce n'est pas encore, le cas, et je ne pense pas que ce sera le cas. La dynamique démographique de l'Afrique subsaharienne, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que poser déjà dans cette perspective. Je pense pas. Je pense que le voir dans une seule prise comme ça serait pas juste. Les populations subsahariennes ne viennent pas qu'au Maroc. Déjà, il faut signifier le fait qu'il y a une longue circulation dans l'espace CEDEAO qui est la région qui retient le plus la population subsaharienne. Et déjà, quand on parle de population subsaharienne, souvent, il faut sortir de nos fantasmes aussi. Au Maroc, c'est pas tous les pays qu'on retrouve au Maroc. On parle essentiellement pour celles qui sont majoritaires dans ces 0,2% de population subsaharienne. On a 7 ou 8 pays desquels nous parlons. Ce n'est pas toute l'Afrique déjà donc il y a déjà ça à situer. Et déjà il faut se dire que le Maroc et ces pays, c'est pas des circulations qui remontent aujourd'hui, c'est une question qui s'aborde autrement, mais c'est pas quelque chose qui date de maintenant. Et les populations étrangères les plus nombreuses au Maroc, excusez de le dire, c'est pas les populations subsahariennes. C'est pour ça qu'il faut aussi remettre les choses, connaître les données sur les étrangers, et les données aujourd'hui prouvent que les personnes étrangères les plus nombreuses au Maroc, ce sont les populations européennes essentiellement. Dans les 86 000 qui sont en situation régulière, on a 40% de Français. Et après, ça vient les Espagnols. Donc, on n'a pas un problème migratoire au Maroc. C'est pour ça que cette politique est aussi spéciale, parce que le Maroc n'est pas en train de répondre à une urgence, mais elle est en train de mettre une politique qui se veut à long terme cohérente aussi. Donc, voilà, il ne faut pas alimenter la peur non plus. Jean-Paul Cavalieri, responsable du HCR au Maroc. Il ne s'agit pas non plus d'alimenter la peur, non, je vous rassure. Oui, tout à fait. Si on regarde les 10 pays qui sont affectés le plus par le nombre de réfugiés au monde, on trouve 5 pays africains, que sont l'Éthiopie, le Kenya, l'Ouganda, le Congo, République démocratique du Congo, et le Tchad. Ces 5 pays, parmi les 10 pays qui reçoivent le plus de réfugiés au monde, combinés accueillent 3 millions de réfugiés. Donc on voit bien que le Maroc, il faut relativiser. Au Maroc, pour encore une fois rester dans le domaine des réfugiés, nous avons 5 000 réfugiés enregistrés auprès du HCR et des autorités, et dont les 2 tiers sont des Syriens, même pas des Africains subsahariens. Donc il faut relativiser les choses, premièrement. Deuxièmement, comme il a été très bien dit par Ahmed Skim, je pense, la question migratoire et des réfugiés au Maroc, en chiffres, permet justement une gestion raisonnable, au repos, responsable, qui permet de bien légiférer. On n'est pas dans l'urgence, on n'est pas dans un afflux massif comme ont pu le vivre la Turquie, le Liban ou la Jordanie. En raison de plus pour réfléchir au cadre législatif qui va venir après. On peut travailler de façon calme et responsable. Et puis, troisièmement, je crois que beaucoup de ces pays subsahariens pratiquent aussi le droit des réfugiés. Lorsque nous avons organisé, le Maroc a accueilli ici, déjà, c'était en novembre 2015, une conférence panafricaine des juges spécialistes du droit des réfugiés. Et beaucoup de ces juges venaient de pays comme l'Afrique du Sud, certains pays d'Afrique de l'Ouest,
qui ont des législations sur les réfugiés, déjà sur l'asile, depuis des décennies. Des juges de la Cour suprême d'Afrique du Sud étaient là, qui parlaient des derniers développements en droit des réfugiés, des questions d'asile. Ce sont des pays qui accueillent énormément de réfugiés et qui traitent de questions au niveau juridique, qui se sont appropriés totalement les procédures de détermination du statut de réfugié au niveau national et qui traitent de ces questions depuis des décennies pour certains. Avec évidemment des questions de ressources, donc... Les questions se posent aussi de la qualité de l'intégration. Comme il a été dit par Aminata, je crois que le fait, au niveau de la CEDEAO, d'avoir un cadre territorial qui permet la circulation à travers les frontières, ajoute énormément en termes de protection. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à l'espace maghrébin qui développe à terme cette capacité de libre circulation des personnes, des marchandises, pour aussi... en quelque sorte améliorer le cadre de protection qui, il faut le dire, au niveau donc du Maghreb est assez bien représenté et mis en avant par le Maroc qui, au niveau régional, certainement reste pionnier. On voit des pays, bon, vous avez mentionné la Libye, malheureusement, qui est dans un état triste de conflit. On voit des pays comme la Tunisie qui développent leurs propres lois, la Mauritanie qui développe aussi leur propre législation sur l'asile, mais ces deux pays sont encore un peu derrière. Et je crois que pour répondre à votre question, est-ce que le risque, si le Maroc est le seul, je crois que le Maroc, avec son rôle que la chaire met en avant de pionnier pour ces questions-là, et a la chance et la possibilité de tirer vers le haut le restant de l'espace maghrébin, qui certainement est très attentif à ce qui se passe, à l'expérience, le laboratoire à ciel ouvert qui se joue ici au Maroc, et qui certainement sera influencé positivement. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter à cet espace, c'est-à-dire élargir l'espace de protection que le Maroc essaie de mettre en avant. Hossein Romaric Gbatala, par rapport au coordinateur des projets de l'association Afrique Culture Maroc, est-ce que vous vous sentez aimé au Maroc? Est-ce que les Marocains vous aiment? Bon, là, ça dépend d'abord, je dirais, de l'expérience personnelle et première de tout un chacun. Puisque le contact avec les premiers contacts avec les populations influent sur la perception qu'on a du pays d'accueil. Comme on l'avait souligné ici, il y a différentes catégories de migrants. Et ces catégories-là résident dans des environnements qui sont différents les uns des autres. Et lorsque, par exemple, moi, en tant qu'étudiant, je suis à la fac, je suis très bien reçu avec mes collègues et avec mes professeurs. Donc, je me vois aimé et j'ai cette facilité d'intégration. Par contre, ceux qui, par exemple, vivent dans des quartiers populaires où il y a des problèmes d'agression, où ils ont un problème, par exemple, pour avoir le travail, sur le lieu de travail, tout ça, ça fait qu'ils ont aussi une autre perception de leur séjour ou de leur intégration ici au Maroc. Donc moi, je dirais ça. Mais j'aimerais aussi revenir un peu sur la question de voir si est-ce que c'est le Maroc est le seul pays à avoir une politique migratoire cohérente et quel est le danger. Moi, je vois que pour une Afrique prospère, dynamique et unie, il va falloir je crois qu'il y a l'urgence en fait que les questions migratoires puissent être traitées au sein de l'Union africaine. Parce qu'on a vu beaucoup de migrants qui sont d'origine subsaharienne ou africaine qui sont morts en Méditerranée sous le silence de l'Union africaine. Dernièrement, on a vu ce qui s'est passé en Algérie. Des migrants ont été reconduits comme des bêtes dans des fourgonnettes à la frontière avec le Niger. Et il y a un haut responsable algérien qui s'est permis de donner des propos insultants. On est outré par ces propos-là, qui disent que voilà, ce sont les migrants qui sont des vecteurs de propagation de maladies dans le VIH-Sida auprès des Algériens et tout ça. Et ça a été passé sous le silence de l'Union africaine et des gouvernements de ces pays où les ressortissants étaient victimes ont été visés par ces propos. Donc je crois que là, c'est un manque de responsabilité de nos gouvernants de l'Union africaine. Donc il est urgent que ces questions-là puissent être débattues afin qu'on puisse s'attaquer aux causes profondes qui poussent aussi les gens, par exemple, à migrer et qui les obligent, par exemple, à prendre des risques périlleux pour traverser la Méditerranée dans des conditions dramatiques. Aminata Pani, chargée de la protection des droits des migrants au Conseil des droits de l'homme, pour le mot de la fin à 15h29. Le mot de la fin, ça passe vite. Ah oui, ça passe très vite, ouais. Je n'étais pas encore à la conclusion. Pour le mot de la fin, moi, déjà, je voulais ressortir
des éléments assez importants pour rappeler que cette politique migratoire, voilà, elle est inédite, on ne cesse de le dire, mais elle n'aura pas de recette. Elle dépendra de la mobilisation collective de tous les acteurs et c'est ce que le CNDH essaie depuis le début de plaider et de proclamer. Elle passera aussi par la pérennisation du séjour des étrangers et les défis qui nous attendent, on ne l'a peut-être pas abordé, c'est toutes les questions de l'acceptation de l'autre, toutes les questions de tolérance, toutes les questions de la gestion de la diversité. La richesse que ce que nous vivons aujourd'hui pose pour le Maroc, c'est justement d'aller au-delà, de poser une réflexion sur la gestion de la diversité au Maroc et je pense que c'est plus global que les questions spécifiques aux étrangers. Ahmed Strim, directeur des affaires de la migration au ministère chargé des MRE et des affaires de la migration, pour le mot de la fin. Bon, cette politique migratoire, jusqu'ici, on n'a fait qu'un petit bout de chemin. Beaucoup de défis restent encore à relever, notamment ce qui a été évoqué tout à l'heure, la territorialisation de cette stratégie. C'est-à-dire qu'il soit approprié aussi par les collectivités locales, par les conseils régionaux, notamment dans ce dispositif de régionalisation avancée. L'essentiel, c'est qu'il y a une volonté politique du plus haut sommet de l'État pour réussir cette politique et qu'en fait tout le monde est solidaire, une responsabilité partagée pour la mener à bien. Mais justement, Ahmed Strim, vous dites une responsabilité qui est portée ou une décision qui est portée au plus haut niveau de l'État. Est-ce que chaque vague de régularisation des migrants et des réfugiés sera portée par le roi et donc le ministère que vous représentez n'enclenchera aucune action? Est-ce qu'on peut comprendre cela? La régularisation est une décision politique. Oui. Justement, vous êtes au ministère concerné. Est-ce que vous allez prendre des décisions par la suite pour les futures vagues de régularisation ou est-ce que vous allez attendre toujours et encore une décision royale? Bien sûr. On attend une décision royale. Toute cette politique, c'est une initiative royale qui a été déclenchée par un rapport du Conseil national des droits de l'homme qui est une donc vous ne ferez pas de propositions en ce sens? Vous attendrez les instructions? En fait, des propositions. La stratégie nationale d'immigration et d'asile est une proposition qui est sortie de l'ensemble des acteurs. C'est pas le ministère, c'est pas les autorités gouvernementales, toutes celles qui l'ont faite. C'est une stratégie qui a été faite et par les institutionnels, la société civile, les chercheurs, les syndicats, les parlementaires. Et c'est tout? Tout le monde est. Jean-Paul Cavalieri, représentant du HCR au Maroc. Oui, mais sans rentrer dans le débat maroco-marocain, je crois qu'une fois que la loi sur le 02-03 aura été amendée, et de même que la loi asile sera passée, je crois que le terrain législatif sera là pour que ces questions de régularisation soient dans le corpus de la loi. Maintenant, effectivement, il y a des impulsions qui viennent de haut. C'est en partie dû, tel que je le comprends, le fait d'une absence de législation. Donc c'est aussi un appel au gouvernement et au Parlement de faire leur travail et je crois qu'ils travaillent là-dessus. Le mot de la fin, je dirais, ça a été mentionné, l'interculturalité, c'est la grande question de demain pour le Maroc. Les questions de xénophobie ne sont pas propres au Maroc, on en voit de tristes exemples en Europe, d'où je viens, c'est pas propre donc à ce pays, ça se